Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, l'occupation russe de la Crimée glace les relations entre Moscou et l'Occident et développement économique à deux vitesses en Amérique latine, celle du Pacifique et celle de l'Atlantique. Donc, les relations entre Moscou et l'Ouest sont au plus tendues depuis la guerre froide et ce qui est en cause, évidemment, c'est l'occupation militaire russe de la Crimée, une péninsule ukrainienne sur la mer Noire où vivent une majorité de Russes sur les plans ethniques et linguistiques, une péninsule qui est à peu près de la taille du Vermont. La Crimée a d'ailleurs longtemps été dans le giron russe et Moscou semble décider aujourd'hui à les ramener. Je vous rappelle quelques dates. 1783, c'est l'annexion de la Crimée à l'Empire russe et ce n'est que près de 200 ans plus tard que Moscou a cédé la Crimée à l'Ukraine. Et en 92, après la dissolution de l'Union soviétique, la Crimée est devenue une république autonome au sein de l'Ukraine. Donc maintenant, en pleine occupation militaire par la Russie, viendra bientôt, le 16 mars, un référendum dans la péninsule pour décider de l'annexion de cette péninsule à Moscou. Mais jusqu'à présent, Moscou, justement, n'est pas très inquiété. L'Europe et les États-Unis n'ont vraiment pas répliqué avec force à cette occupation militaire qu'ils dénoncent par ailleurs. Donc, l'Occident semble plutôt impuissant devant la Russie. Donc, pour y voir plus clair, j'en discute aujourd'hui avec Julien Toureille, qui est directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Bonjour, Julien. Bonjour, Jean-Frédéric. Et Frédéric Mérand, qui est directeur du Cerium. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Donc, l'angle américain et l'angle européen. Je vais commencer avec l'angle américain, avec Julien. Comment expliquer cette réponse-là timide de la part de Washington? Mais si vous me permettez, on peut estimer qu'initialement, du moins, la réponse de Washington et de l'administration Obama a été trop forte par rapport au développement sur le terrain. Et je m'explique, à cet égard-là, l'administration semble avoir fait 3 erreurs. La première est une erreur de langage diplomatique et de manque de crédibilité. Il faut se rappeler tout de même qu'aux premières heures des tensions, concernant en particulier la Crimée, Barack Obama a exprimé très clairement qu'il y aurait des coups très durs pour la Russie à continuer dans cette lancée de tentatives d'annexion plus ou moins formelle de la Crimée. Or, l'administration Obama manque de crédibilité en matière de langage diplomatique et le président Poutine le sait très bien, il suffit qu'il se souvienne de ce qui s'est passé avec la question de l'intervention militaire en Syrie. Avec les fameuses lignes rouges, là. Exactement, et le président Poutine sait très bien, par ailleurs, et ça c'est la seconde erreur, que le président Obama et les États-Unis en général n'ont aucun intérêt à intervenir en Ukraine, encore moins pour la Crimée, contrairement aux intérêts très forts dont dispose et que veut mettre en valeur, la Russie. D'accord. On reparlera des intérêts plus tard. Frédéric, sur l'Europe? Je pense que la situation est un peu la même. On parle beaucoup des intérêts économiques de certains pays européens, notamment l'Allemagne qui est le principal partenaire commercial et d'investissement de la Russie, mais aussi la France qui a un projet de vente de navires militaires à la Russie et qui n'a pas l'intention nécessairement de mettre un trait sur ces quelques milliards d'euros. Mais je pense qu'il y a aussi une forme de prudence dans les capitales européennes, principalement à l'ouest, Paris, Berlin, qui vient du fait que on n'est plus en 1856, on n'est plus à l'époque de la guerre de Crimée. Certes, il y a une opposition politique à l'annexion de la Crimée à la Russie, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas complètement, en Europe de l'Ouest, abandonné l'idée que la Russie pourrait être un partenaire et un partenaire incontournable sur la scène internationale, qu'on pense à la Syrie, par exemple, en ce moment, ou à d'autres crises. Et donc, ils ne vont pas aller très, très loin dans l'agression parce qu'ils n'en ont ni les moyens ni nécessairement l'intérêt. Cela dit, il y a évidemment d'autres pays en Europe de l'Est, comme la Pologne, par exemple, ou les Pays-Baltes, où il y a une sensibilité beaucoup plus grande quant à la Russie. Et là, on voit qu'au sein de l'Union européenne, par exemple, il y a une certaine division. Oui. Et sur la question des intérêts, justement, vous avez parlé des intérêts économiques. Il y a aussi la question du gaz, non? Non, l'Europe de l'Ouest, même l'Europe centrale, est très dépendante du gaz russe. Mais c'est plutôt une interdépendance. C'est-à-dire qu'il y a des pays d'Europe de l'Est, comme la Slovaquie, par exemple, qui sont très dépendantes du gaz russe qui transite par l'Ukraine. Mais la Russie est aussi dépendante des débouchés pour son gaz. Et maintenant, il y a la possibilité, évidemment, pour la Russie d'exporter son gaz sans transiter nécessairement par l'Ukraine, par pas le Gulf Stream, le Nord Stream, dans la mer Baltique. Mais là, je dirais que mon impression, c'est que le gaz ne va pas être l'enjeu le plus important. Un, parce que c'est le printemps. Donc, c'est moins fondamental qu'en hiver. Et deuxièmement, parce qu'il y a un peu... les deux se tiennent par la barbichette sur cette question-là. Donc, c'est pas nécessairement un enjeu. Oui.
Oui, Julien, vous voulez Et simplement, réagir là-dessus? Frédéric soulevait un point très intéressant concernant la position des pays d'Europe de l'Est qui ont besoin d'être assurés face aux ambitions, aux velléités hégémoniques de la Russie. On peut penser aux États baltes, mais encore plus à un pays comme la Pologne. Et c'est dans ce cadre-là que les efforts de l'administration Obama vont devoir se porter dans les jours, dans les semaines à venir, parce que l'administration Obama est perçue comme la garante de la sécurité nouvellement acquise, enfin depuis la fin de la guerre froide, par ces pays d'Europe de l'Est. Et on peut estimer qu'au cours donc des prochaines semaines, l'objectif diplomatique de l'administration Obama, par le biais de déplacements, par exemple, du secrétaire d'État John Kerry, va être de rassurer ses partenaires d'Europe de l'Est et de leur montrer que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une intervention forte concernant l'Ukraine et la Crimée que le parapluie sécuritaire de l'OTAN est invalide. Mais justement, une question qui pour moi est très intéressante à cet égard, c'est qu'on peut se demander si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, comme c'était le souhait de Washington et d'Ottawa pendant de nombreuses années, est-ce que ça aurait prévenu ce genre de situation ou au contraire, est-ce que ça nous aurait mis dans une situation intenable parce que l'OTAN doit défendre tous ses membres lorsqu'ils sont attaqués par un État tiers? Mais on peut estimer en fait que la crise aurait eu lieu bien plus tôt, parce qu'on peut s'attendre à ce que Moscou n'aurait jamais accepté que l'Ukraine rentre dans le giron de l'Occident. On est avec l'Ukraine, mais également la Biélorussie, dans cet étranger proche de Moscou, qui est très similaire finalement à la doctrine Monroe des États-Unis qui s'applique à l'hémisphère occidental. Et on peut imaginer, comme dans le cas finalement de la Géorgie en 2008, que si l'Ukraine avait manifesté beaucoup plus tôt des velléités de rapprochement avec l'Occident, avec l'Union européenne notamment, ou l'OTAN plus spécifiquement, Moscou aurait réagi avec autant de vigueur à cette occasion-là. Oui, vous avez parlé de crédibilité des États-Unis dans cette région-là. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts américains dans la région ou vraiment c'en est qu'une question de crédibilité pour Washington? Si l'objectif était de renforcer la crédibilité de Washington, Obama a très mal choisi son dossier. Encore une fois, il n'y a aucun intérêt stricto sensu pour les États-Unis dans ce dossier-là, dans cette région-là en particulier, qu'il serait de bonne loi de la part de l'administration Obama de reconnaître comme étant, encore une fois, dans la sphère d'influence russe. Par contre, il y a des intérêts beaucoup plus importants sur la scène internationale pour lesquels le partenaire russe est indispensable à l'avancée des ambitions de Barack Obama. Frédéric évoquait la question syrienne tout à l'heure, mais on peut penser à un objectif qui tient à cœur au président Obama, la dénucléarisation, avec des dossiers comme la réduction des arsenaux stratégiques entre la Russie et les États-Unis, ou un dossier plus actuel, l'accord ou la négociation d'un accord sur le nucléaire iranien, pour lequel l'aide de Moscou va être primordiale. Oui. Mais ça, c'est une lecture un peu de relations internationales que je partage, mais évidemment, Barack Obama fait aussi face, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, à un Congrès qui lui met la pression, où on parle quand même d'un État qui envahit un État souverain voisin, en tout cas d'une certaine manière, même si c'est à partir de bases militaires russes déjà sur place. Et c'est difficile de ne pas réagir. Après, la question de la crédibilité est importante, mais au sein de l'Union européenne, c'est la même chose, c'est-à-dire que les États sont prudents, je dirais, parce qu'ils sont un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est très, très difficile d'accepter la politique du fait accompli que Poutine a décidé de mettre en place en Crimée. Mais en même temps, il y a très peu de moyens à la disposition des grandes capitales occidentales pour faire quelque chose. Oui, mais il y a aussi la mesure de la menace. Là. Il y a eu, certains diront, une enflure là, dans le langage. Il y avait John Baird, il y a Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État, qui ont dit ce que fait Poutine en ce moment, c'est comme l'Allemagne hitlérienne de 1938 avec les Sudètes en Tchécoslovaquie, suggérant que la Russie a des ambitions vraiment impériales, là, pratiquement impériales ou hégémoniques, là, bien au-delà de la Crimée. Est-ce que c'est juste selon vous ou vraiment les ambitions russes et les moyens russes sont beaucoup plus modestes que ça? Mais les dirigeants occidentaux que vous mentionnez auraient été bien inspirés d'utiliser des analogies beaucoup plus pertinentes. On n'est pas dans la situation de 1939. On aurait pu comparer beaucoup plus à ce qui s'est passé à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968, lorsque ces deux capitales, les populations de ces deux pays-là ont voulu se dissocier du giron soviétique. Moscou a intervenu avec vigueur. Donc il aurait été, encore une fois, beaucoup plus approprié de s'en tenir à un langage et à des analogies, des comparaisons beaucoup plus modérées et beaucoup plus pertinentes, encore une fois. D'autant plus que ce à quoi faisait référence Frédéric tout à l'heure, l'administration Obama, malgré les pressions du Congrès, avait des moyens de répliquer. Elle pouvait prendre des mesures très symboliques, mais encore une fois très temporaires, comme ne pas participer au G8 à Sochi, mettre en pause, si on peut dire, la coopération militaire entre la Russie et l'OTAN, et une autre mesure qui est, à mon avis,
tout à fait intéressante et qu'on voit quand même se déployer, c'est soutenir très fermement, très clairement, par des moyens diplomatiques et économiques, le nouveau pouvoir en place à Kiev. Moi, je suis très déchiré parce que d'un côté, jouer avec les frontières, surtout dans cette région-là, c'est toujours extraordinairement dangereux. Et de ce point de vue-là, la Russie est vraiment condamnable. D'un autre côté, ça pourrait être une chance pour l'Ukraine parce que si la Russie s'en tient à la Crimée, qui est une région, comme vous l'avez mentionné, qui est historiquement très proche de la Russie, ça pourrait donner la chance au gouvernement de Kiev d'au moins garder le contrôle et son indépendance sur le reste du pays parce qu'on ne peut pas non plus exclure que Moscou décide d'aller plus loin que la Crimée et là, ça deviendrait vraiment très inquiétant. D'accord. Très rapidement, en 30 secondes, je voudrais vous entendre chacun sur les scénarios plausibles. Là. On a dans le pire un risque de guerre, littéralement, et au mieux, disons, un conflit gelé, un peu comme ce qu'on a eu avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en 2008 en Géorgie. Qu'est-ce qui vous semble le plus plausible en ce moment, très rapidement? Bien, je suis assez optimiste. Je ne pense pas, contrairement à Frédéric, que Moscou ait des ambitions qui dépassent la Crimée. Le président Poutine peut se contenter de la Crimée et ne pas essayer d'annexer une plus grande portion de l'Ukraine. Et on se retrouverait dans la configuration tout à fait identique à la Géorgie que vous évoquez en 2008, puisqu'il faut savoir que malgré l'accord de cessez-le-feu, il y a encore des troupes russes en Ossétie du Sud qui en assurent l'indépendance de facto. Oui. Rassurez-vous, Julien, nous sommes d'accord. En fait, on oublie qu'il y a des précédents encore plus anciens, la Transnistrie en Moldavie, où il y a aussi une région sécessionniste plus ou moins annexée de facto à la Russie depuis les années 90. Je pense que le scénario du conflit gelé, c'est-à-dire dans lequel la Crimée sera de facto indépendante, mais de jure ne sera reconnue comme indépendante par personne sauf la Russie, est probablement le plus plausible. Bien. Frédéric Mervan, merci beaucoup. Et Julien Touret, merci beaucoup d'avoir traversé la colline, le Mont-Royal et pour être venu nous voir à l'Université de Montréal. Tout plaisir était pour moi. Merci. Dans l'ensemble, le sort de l'Amérique latine s'est amélioré au cours des dernières années, malgré quelques inégalités, même des grandes inégalités persistantes. Reste que la pauvreté a été réduite et qu'une classe moyenne émerge. Mais en y regardant de plus près, on voit deux Amériques latines se dessiner dans une scission Est-Ouest, si vous voulez, ou Atlantique-Pacifique. Alors, à l'Ouest, en tête de la croissance économique en ce moment, on retrouve le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili. Les quatre regroupés depuis 2011 au sein de l'Alliance du Pacifique. À l'Est, des pays qui tirent de plus en plus de l'arrière sur le plan économique, qui connaissent des difficultés. Alors, le Brésil, l'Argentine et le Venezuela, principalement, qui font partie du Mercosur, ou le marché commun du Sud. Alors, comment comprendre cette scission-là qui se forme? J'en parle aujourd'hui avec Philippe Fauché, qui est professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Philippe. Et Guillermo Oreano, chercheur associé au Cerium. Bonjour. Bonjour. Philippe, je commence avec vous. Comptent en commun les pays de l'Ouest ou du Pacifique et ceux de l'Est de l'Atlantique? Superficiellement, il y a des gouvernements qui se présentent comme étant à gauche, certainement au Brésil avec le Parti des travailleurs. Au Venezuela, les successeurs de Chavez, Maduro, évidemment, se présentent également comme ayant un projet socialiste ou socialisant. Et Cristina Kirchner, ou Fernandez plutôt, les deux, de Kirchner, elle également, elle est dans une alliance politique en Argentine, effectivement, du Parti péroniste, et Guillermo saura nous dire quoi en penser mieux que moi. Ceci dit, du côté du Pacifique, vous avez le Chili qui est gouverné par Mme Bachelet, qui revient au pouvoir ces jours-ci, et qui est socialiste, mais socialiste manifestement assez modéré. Vous avez au Pérou et au Mexique des gouvernements qui sont de centre et qui, surtout la grande différence, je pense, le grand changement, c'est l'ouverture internationale. Ces pays-là ont décidé de jouer le jeu de l'intégration économique modérée, ce n'est pas la première fois, et surtout de profiter, ils l'espèrent, des marchés de l'Asie et de rapprochement avec la Chine. Donc, plus libre-échangiste, moins de frontières tarifaires, par exemple? Oui, mais ça, c'est en discussion depuis assez longtemps. Je vous rappelle qu'en 1969, il y avait le pacte andin qui devait permettre cette intégration. Vous avez ensuite eu la Communauté andine des nations, et vous ne le savez pas, je l'ai appris très récemment. Il y a un parlement de cette Communauté andine des nations où il y a des représentants qui sont élus aux 5 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Je le cherche encore.
D'accord. Guillermo, on remarque au cours de la dernière décennie, pour l'essentiel, jusqu'à tout récemment, les croissances économiques à vitesse grand V, là, qui pouvaient même friser parfois le 10 étaient à l'Est, au Brésil, en Argentine, au Venezuela. Et là, il y a un renversement de situation. C'est à l'Ouest que la croissance économique est la meilleure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois que c'est à quoi il faut résister surtout, c'est de confondre une conjoncture avec une tendance à long terme. Et l'Amérique latine, si on parle de développement, a fait malheureusement les frais de plusieurs décennies perdues jusqu'à présent. Si la tendance se maintient, ce sont des pays qui sont non seulement plus ouverts, mais qui ont mieux profité du lendemain de la crise financière de 2007-2008, ceux qui sont aujourd'hui prospères. Parlez à l'Ouest. Exactement. Oui. Et on peut voir également l'importance qu'a en Amérique latine, si un doute persistait encore, de l'influence du politique sur l'économie. C'est très clair dans le cas et avec les différences que Philippe vient d'expliquer. Quand vous parlez de l'influence du politique sur l'économie, vous entendez quoi plus précisément? On voit très bien, par exemple, dans le cas du Venezuela et de l'Argentine, comment, et un peu moins dans le cas du Brésil, beaucoup moins, comment on a laissé passer une conjoncture internationale extrêmement favorable, extrêmement longue. Ce sont des pays qui se trouvent dans des crises importantes maintenant, après avoir carrément gaspillé un très grand nombre d'opportunités. Il y a eu une emballée des prix de certaines matières premières dont ces pays sont très riches. Oui. Cette opportunité, autant pour le Venezuela que pour l'Argentine, a été perdue. Oui. Est-ce que c'est un manque? En fait, le prix des denrées en général ou des commodités a chuté récemment. Et si ces pays-là en ont été victimes, est-ce que c'est parce qu'ils ont manqué de diversifier leur économie? Le fait d'être victime d'une conjoncture internationale, c'est une excuse, un prétexte qui est évoqué souvent par le gouvernement, mais les mauvais choix ont été faits en amont, ont été faits avant. Je ne crois pas que le seul facteur en cause soit le renversement de la conjoncture internationale et des prix moins favorables pour leurs produits. D'accord. Il y a d'autres facteurs. Par exemple, au Brésil, vous avez au moins deux dimensions. Vous avez le problème de l'énergie. Dans les années 2000, le gouvernement savait et avait averti qu'il allait avoir une pénurie d'électricité possible. Il y a eu des coupures de courant. Ça fait 10 ans que ça dure. Il y a quelques travaux en cours. Et là, la grande inconnue maintenant, parce que les réservoirs sont à sec ou pratiquement, on s'inquiète de savoir est-ce que actuellement le mondial va pouvoir se passer tranquillement. Oui, est-ce qu'on va pouvoir éclairer les stades? Et on est rendu là. Les routes sont dans un état catastrophique. La récolte de soya qui vient maintenant, on en perd 15 à 20 % sur les routes et en attente, et ça pourrit sur place quand on va pour l'exporter au port de Santos où la file d'attente des camions est facilement de 40 km de long. C'est pour vous dire qu'il y a un problème d'infrastructure, mais ça se voit, on a vu ça venir depuis 15 ans et pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose malgré les promesses, malgré les plans annoncés, etc. Donc, il y a ce problème-là qui fait que pour l'Argentine, c'est exactement la même chose au niveau de l'énergie. La perspective internationale qui donne des possibilités, on en profite dans l'instant, mais on ne prévoit pas. Alors, ce qui se passe actuellement, on le constate ailleurs. Le Chili a diversifié son économie. Avant ça, le Chili exportait du cuivre et merci. Maintenant, ils font de la pâte à papier, ils ont fait des raisins, ils font beaucoup de raisins, ils exportent du poisson et ils commencent parce qu'ils cultivent, etc. Et donc, dans un petit pays, on se rend compte qu'il y a une diversification qui se fait qui rend les choses possibles. Et donc, ça inspire les voisins qui se disent, s'ils peuvent, nous aussi, pourquoi pas? Et dans ce sens-là, la Colombie, le Pérou, le Chili se rendent compte avec le Mexique, qui sont quoi? 50 % du marché latino-américain. Oui. Ils ont donc un marché potentiel important. Et donc, si les Chinois veulent bien regarder de leur côté et veulent bien voir que investir au Chili, c'est aussi investir dans les voisins parce que les barrières tarifaires, etc., ont baissé. Si on harmonise les réglementations et l'investissement, ça veut dire que si on s'installe dans l'un, on a accès à l'autre. Oui. C'est ça la grande importance. Et donc, ces petits marchés vont devenir éventuellement un grand marché. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans le Mercosur, justement, dans la partie est de l'Amérique latine? Le Mercosur, c'est un marché commun extrêmement inégal. Il y a des partenaires très puissants comme le Brésil,
d'autres qui sont dans un état de chaos économique permanent comme l'Argentine, et des très petites économies comme celle du Paraguay très instable et celle de l'Uruguay qui est plutôt stable. Donc ce sont des partenaires extrêmement différents et les enjeux au niveau de l'inflation, au niveau de qui exporte quoi dans quel pays sont extrêmement importants. Autant dans l'industrie où il y a plus de valeur ajoutée, comme la question des automobiles, qui fait quoi entre l'Argentine et le Brésil, mais également au niveau des matières premières. L'Argentine était le grand grenier en matière de viande, des céréales, de poulet, c'est terminé. Donc ça crée, et les déséquilibres à l'intérieur du Mercosur sont beaucoup trop importants pour que le marché commun puisse fonctionner. D'accord. Je ne sais pas si tu partages cette idée. Ah oui, non. En 1975, il y avait Autolatina, qui était la première volonté des entreprises qui fabriquent les automobiles d'intégrer les marchés, comme on a fait ici en Amérique du Nord, pour justement atteindre les économies d'échelle. Et puis, 75, ça fait quoi, 40 ans? On n'a pas encore résolu le problème. Et dans ce sens-là, ça piétine, et les gens regardent ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un hasard que politiquement, les pays de l'Ouest soient plutôt sympathiques et aient des bonnes relations avec les États-Unis, alors que les pays de l'Est ont des relations plutôt tendues avec les États-Unis? Est-ce que c'est purement un reflet, justement, des politiques économiques et de la tendance des gouvernements, ou il y a peut-être un lien là, économique plus direct à faire? Il y a une histoire aussi qui est différente et je voudrais juste faire une précision. Il y a en Amérique latine, en raison des instabilités politiques et économiques, dans la plupart des pays, un déficit de crédibilité très important pour les investisseurs étrangers. Mais cette question du déficit de crédibilité affecte également les pays du Pacifique. Ce n'est pas la même chose le Chili que la Colombie. Oui. Je rappelle, ou le Pérou, que même si la Colombie est en ce moment dans une conjoncture favorable, c'est un pays qui est depuis 60 ans en guerre civile. Oui. Donc, le déficit, même chose, la question de la violence politique se pose également pour l'investisseur, de l'instabilité politique. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas traité, qui affecte beaucoup les pays, c'est la corruption. La corruption ajoute au déficit de crédibilité et c'est un autre facteur important à tenir en ligne de compte. Bien. Philippe Fauché, Guillermo Oreano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au plaisir. Je vous en prie. Alors, c'est maintenant le segment hors champ. Messieurs, dites-nous ce que nous ne savons pas. Je commence avec vous, Guillermo. Alors, comme chaque année, la Commission des stupéfiants de l'ONU va se réunir à Vienne. C'est une sorte de grand-messe du prohibitionnisme. Elle va tout simplement se borner à dire que tout va mieux dans le meilleur des mondes, faisant fi de tous les rapports scientifiques, autant sur les politiques antidrogue, qui sont invariablement catastrophiques, qui recommandent de prendre des solutions de réchange, que sur les substances, et ça c'est le plus marrant, si ce n'était pas triste et si ça n'affectait pas des millions de personnes à travers la planète, même les rapports scientifiques sur la classification des drogues et des différentes molécules seront ignorés par cette commission. On dit qu'elle est acculée au mur en ce moment, et qu'elle doit prendre des décisions qui vont peut-être nous surprendre. J'en doute très fort. Ça fait 50 ans qu'elle s'est réunie, plus même, et elle prend toujours des décisions qui vont dans le sens de la rigueur. Alors, on doit s'attendre, et malheureusement, ça passe toujours sous les radars. Les grands médias du monde s'en font très peu d'écho. Et voilà que nous allons continuer à respecter ces deux principes qui demeurent inébranlables, la prohibition et la répression. Oui. Alors, à surveiller, mais on ne sera pas surpris, donc. Non, je ne pense pas. Frédéric. Bien, Guillermo, dans le cadre de tes recherches, peut-être es-tu amené à fréquenter des personnes douteuses, suspectes, et tu aurais peut-être intérêt à t'adresser à la GRC ou au Service canadien de renseignement de sécurité pour savoir s'ils ont un dossier sur toi. Si tu le faisais, tu recevrais probablement la réponse, qui est la réponse normale, selon laquelle on ne peut ni confirmer ni nier l'existence d'un dossier sur Guillermo Oreano. C'est généralement la réponse que donnent les agences de sécurité nationale. Et je me suis intéressé à la question de savoir d'où venait cette phrase. En fait, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle date de 1975. C'est juste après Watergate aux États-Unis, mais aussi après l'adoption de la loi sur l'accès à l'information aux États-Unis.
Et en fait, la CIA, à l'époque, avait un projet assez coûteux pour retirer de l'océan un sous-marin nucléaire soviétique dont on espérait tirer des renseignements précieux. Le problème, c'est que l'opération a complètement raté. Cette opération s'appelait Glomar et elle a complètement raté. On a perdu le sous-marin. Un journaliste du Los Angeles Times, je crois, a fait une demande d'accès à l'information pour savoir ce qui s'était produit. Et la CIA était bien embêtée parce que d'un côté, il se disait, on ne veut pas confirmer que le projet a raté parce que ce serait donner des renseignements utiles aux Soviétiques. On veut qu'ils pensent que peut-être on a récupéré le sous-marin. Mais d'un autre côté, on ne voulait pas mentir. Dans le contexte de Watergate, c'était mal vu de mentir. Et c'est là que cette phrase a été inventée par les conseillers juridiques de la CIA. We can neither confirm nor deny the existence of a dossier sur vous. Et donc, cette phrase-là fait florès aujourd'hui. Tous les services de renseignement l'utilisent dans le monde. Et aux États-Unis, donc, on dit to be glomarred, je crois. En tout cas, se faire passer un glomar, c'est la réponse que Guillermo, tu aurais obtenue si tu avais écrit au SCRS ou à la GRC. Bien, Je vais m'essayer. Essayons. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric et Guillermo. Je ne peux confirmer ni nier que vous serez des nôtres pour une prochaine fois, mais je l'espère. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette autre émission de Planète Terre. Comme à l'habitude, vous nous retrouvez la semaine prochaine, mardi, sur le web, mercredi au Canal Savoir à 21h et maintenant sur le site du Devoir. Et également, ne manquez pas également mon entretien avec un des invités de la semaine dans la page Monde du Devoir tous les mercredis. Merci, à la semaine prochaine.